Donc, je suis puéricultrice cadre, donc responsable de l'encadrement des puéricultrices de la délégation de Châteaubriand. Donc Châteaubriand, en général, oui, on parle souvent du Grand Nord quand on parle souvent de Châteaubriand. Alors PANJO, c'est quoi ? Quelle est la définition de cet acronyme ? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la promotion de la santé et de l'attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents, un outil de renforcement des services PMI. Donc en espéranto, ça veut dire maman. Donc, lorsque cette recherche nous a été proposée par Madame Padovani, elle nous est apparue comme une aventure de taille à mener avec l'équipe intervenant sur un territoire rural précaire et vaste. Pour autant, engager des professionnels de PMI dans un travail scientifique de dimension nationale porté par Santé publique France permettait de réaliser un focus sur le cœur du travail et le savoir-faire des puéricultrices lors de la visite à domicile. Pour situer le contexte territorial, ce travail s'est engagé au moment où la désertification médicale s'accentuait dans la délégation de Châteaubriand, avec la nécessité d'envisager une réorganisation de l'unité PMI. Je vous explique rapidement le principe de PANJO. Donc, ce principe vise à soutenir le lien d'attachement entre parents-enfants. Alors, au niveau théorie, attachement, c'est plus le lien affectif d'un individu à une figure d'attachement. Et là, notamment dans le cadre de PANJO, ce sont les parents. Le travail à domicile de la puéricultrice s'appuie sur la bienveillance et l'écoute des besoins des parents. Par PANJO, c'est faire un pas de côté et préparer aussi autrement la visite à domicile. La notion de continuité est fondamentale. L'intervention avant la naissance expérimentée permet de voir l'impact sur les pratiques des professionnels, mais aussi sur les familles. Les objectifs pour les professionnels formés à PANJO sont promouvoir les relations parents-enfants de qualité. Comment ? Par la promotion du sentiment d'efficacité parentale. Un attachement sécure, c'est-à-dire une sécurité affective positive et suffisante pour aller vers l'extérieur. Par la diminution des comportements parentaux coercitifs, des indicateurs d'abus, de négligence et de maltraitance infantile. C'est aussi promouvoir le bon usage par les parents des services médico-sociaux, promouvoir l'utilisation de leur réseau social et promouvoir des comportements protecteurs de santé. L'unité PMI de Châteaubriand s'est donc engagée dans ce travail avec la phase 1 de 2014 à début 2016. Cette recherche-action a reposé sur 3 étapes, la formation, l'expérimentation et la supervision. Au départ, 3 départements se sont engagés. La formation au printemps 2014 a été commune à l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire les puéricultrices cadres, les sages-femmes et les médecins de PMI. Cette formation commune était de 2 jours autour de la théorie de l'attachement. Ensuite, les 6 professionnels engagés dans cette étude ont une formation de 3 jours sur les outils PANJO. Alors, les outils PANJO, c'est un classeur avec des fiches reprenant certains thèmes, la place du père, les addictions, mais aussi pour vraiment remettre au cœur de l'action les parents. Il y a un carton avec des petites cartes et c'est le parent qui dit « Voilà, moi je souhaiterais travailler la place du père, mon angoisse, les besoins d'un bébé » et on part vraiment des besoins du parent. Donc ensuite, les critères d'inclusion, c'était primipare, donc première naissance et sentiment d'isolement. Donc c'était 2 visites avant la naissance par la puéricultrice, donc le minimum, à partir du 6e mois de grossesse, et 4 visites jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Et si les parents souhaitaient continuer, l'équipe pouvait aller jusqu'au 1 an de l'enfant. Sachant que c'est le minimum et en général, elles ont toujours fait plus. Donc la supervision des professionnels engagés est assurée par une psychologue du centre médico-psychologique, donc du territoire, et bénéficie d'un financement par l'ARS. Donc quels sont les résultats aujourd'hui ? Donc l'action a permis d'inclure 22 familles dans l'étude pour 6 professionnels. Les familles volontaires ont signé un consentement, sachant qu'elles pouvaient se désister à tout moment.
Les critères d'inclusion, donc je vous les ai dit tout à l'heure. Et donc en septembre 2016, pour 19 de ces familles, aucune n'a nécessité une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Pour l'une d'entre elles, il y a eu une information préoccupante, toujours en cours d'évaluation. 6 d'entre elles sont toujours suivies par les puéricultrices. 2 ont déménagé. Pour les autres, elles n'éprouvaient plus le besoin d'un accompagnement, mais savent qu'elles peuvent interpeller les puéricultrices jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Les constats pour cette phase 1. Les parents sont vraiment repositionnés au centre de l'action. On part vraiment de leurs besoins, notamment par cet outil qui est quand même fréquemment utilisé. Action conjointe, parents professionnels, au cœur du processus d'attachement. Pour les puéricultrices, c'est vraiment un renforcement de la prévention primaire précoce, une meilleure efficacité et objectivité face aux situations à risque. Alors, pour que ce soit plus parlant à tout le monde, puisque les puéricultrices, lors de cette recherche-action, doivent faire un écrit après chaque intervention qu'elles doivent ensuite transmettre à Santé publique France. Donc, je vais vous lire une vignette clinique et vous verrez que ça vous parlera, je pense, un peu plus. Madame, âgée de 22 ans, vit seule avec son fils Eden, âgé de 11 mois. Les ressources de la famille sont assurées par le RSA majoré, un accompagnement social est en place. Pendant la grossesse, Madame a bénéficié d'un accompagnement par la sage-femme de PMI car il y avait des menaces d'accouchement prématuré et une fragilité psychologique. Madame verbalise un sentiment d'isolement, même si sa mère habite à quelques rues de chez elle. La sage-femme de PMI propose donc l'intervention de la puéricultrice de PMI dans le cadre de l'étude Panjo. La première intervention de la puéricultrice avant la naissance a lieu au 6e mois de grossesse. Ensuite, il y a eu 2 autres visites avant l'accouchement. Lors de ces visites, Madame verbalise une grossesse désirée par le couple, mais Monsieur est parti à l'annonce de celle-ci. Depuis, elle n'a plus de nouvelles. Madame a un nouveau compagnon, ils ne vivent pas ensemble, ils se sont rencontrés sur Internet. Sur ces temps de visite en prénatal, Madame a des demandes concernant son suivi médical, l'aménagement de l'espace pour son bébé, le matériel, les besoins d'un bébé. Elle se questionne beaucoup sur ce que son fils ressentira du fait que son père biologique n'a pas voulu de lui. Elle fait le lien avec son propre vécu d'abandon lorsque son père a quitté le domicile conjugal alors qu'elle avait 11 ans. Elle évoque sans doute la place qu'elle pourra ou non laisser à son nouvel ami auprès de son fils. Concernant la construction de son attachement à son fils, je note qu'elle touche fréquemment son ventre, dit parler à son bébé, le situe dans son ventre, elle verbalise ses craintes à l'idée de se séparer de son enfant lorsque le moment sera venu d'envisager un mode de garde. Depuis la naissance, il y a eu 14 visites à domicile après la naissance, 5 visites proposées au centre médico-social en consultation, mais seulement 2 honorées. Jusqu'aux 4 mois d'Eden, les visites à domicile sont régulières, toutes les semaines à 15 jours maximum. Rapidement, après l'accouchement, j'observe chez Madame une fatigue qu'elle verbalise également. Elle se plaint de faire des malaises. De ce fait, elle craint de rester seule avec son fils. Elle dit ne pas réussir à sortir de chez elle, craignant un malaise. Son suivi médical ne révélera aucun souci de santé. L'intervention d'une technicienne d'intervention sanitaire et familiale au titre de la CAF se met en place 1 à 2 fois par semaine. Madame dit ne pas avoir le moral. Son père lui manque. Il refuse de la voir, de lui parler. Les 2 compagnons qui se sont succédés depuis la conception d'Eden ont quitté Madame, dont un la veille de l'accouchement. Lors de la première visite après l'accouchement, Eden avait 9 jours, elle m'en fait part, me dit avoir été un peu triste sur le coup, mais que depuis qu'elle a son fils, elle n'y pense plus, elle est centrée sur Eden. Elle fait le lien avec son propre père et dit qu'elle cherche son père à travers les hommes. Elle évoque le centre médico-psychologique qu'elle connaît déjà pour y avoir été à l'adolescence. Je l'encourage en ce sens. Depuis le début des visites à domicile, je note un allaitement bien en place, mais un rythme de tétée qui restera très important du fait d'une réponse par la tétée aux pleurs d'Eden. Madame entretient une relation très proche avec son fils. Eden présente des difficultés d'endormissement. Elle dit avoir l'impression d'abandonner son fils lorsqu'elle ferme la porte de sa chambre et qu'il pleure en la regardant. Elle ne supporte pas de l'entendre pleurer. Elle a l'impression, lorsqu'il pleure, qu'il lui dit « Tu es une mauvaise mère, tu me laisses pleurer ». Il se réveille toutes les nuits, plusieurs fois, à partir d'1h du matin. La réponse de Madame pour l'apaiser est la téter, les bras ou la prendre avec elle dans son lit. Par ailleurs, Eden présente des acquisitions motrices et une croissance staturo-pondérale en rapport avec son âge.
Depuis la naissance de son bébé, madame ne sort pas, reste chez elle. Elle regarde la télé dans son canapé et dit être trop fatiguée, ne pas dormir et ne pas avoir le moral. Elle dit n'avoir aucun relais dans son entourage, excepté les compagnons ou amis masculins qui prennent parfois Eden dans les bras pour le faire dormir. De sa mère, elle dit qu'elle ne peut pas la relayer auprès d'Eden car elle travaille trop, que c'était pareil avec elle lorsqu'elle était petite. De son enfance, madame dit « Je me souviens d'un vide ». Lors d'une visite à domicile, Eden est âgé de 4 mois. Je propose à madame de nous approcher d'Eden installé sur le tapis d'éveil. Madame se positionne à sa tête et moi sur le côté. Nous l'observons jouer, puis au bout de quelques minutes, Eden cherche sa mère du regard. Je lui propose donc de venir à ma place. Elle vient puis très rapidement me dit « Je retourne sur le canapé ». Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous laisse tous les deux. Je me sens lâchée, là, avec Eden, sans explication. Dans le partage de la situation avec mes collègues, Pancho, lors de la supervision, je prends conscience du sentiment de lâchage et d'incompréhension que j'ai ressenti à ce moment-là. Eden l'a-t-il lui aussi ressenti ? Il n'a rien manifesté. Vit-il régulièrement ces moments de lâchage de la part de sa mère ? Si oui, comment peut-il le comprendre du fait de son jeune âge ? Concernant l'accompagnement des professionnels, les rendez-vous sont honorés uniquement lorsqu'ils ont lieu à domicile. Demandeuse d'un suivi médical à la PMI, des rendez-vous de consultation sont posés. 5 au total, seuls 2 seront honorés. Sur ces rendez-vous, madame s'est fait accompagner en voiture par sa mère. Pour les rendez-vous non honorés, madame prévient le jour même, mettant souvent en avant le mauvais temps, Eden n'est pas bien. Madame habite à 1 kilomètre du CMS tout en étant en ville. À l'issue de ma visite fin novembre, Eden a 4 mois et 10 jours, je ne positionne pas de rendez-vous avec madame. Nous convenons que nous ferons cela lors de la consultation médicale avec le médecin de PMI. Le matin de la consultation, elle appelle pour dire qu'elle ne pourra pas venir, le temps est trop froid. Suite à cette absence, il y a eu 3 mois d'interruption dans nos rencontres. En échangeant avec mes collègues Pancho, je réalise que le sentiment de colère que j'ai ressenti du fait de l'attitude de madame, qui est demandeuse, confirme, mais ne se déplace pas si l'on ne vient pas. Que j'ai eu besoin de temps pour digérer ce nouveau lâchage. Je pensais avoir établi une relation de confiance avec elle, mais me suis rendu compte que lorsque je n'étais pas là, elle ne me sollicitait pas et que si je ne l'appelais pas, elle ne le faisait pas. Je savais tout de même que d'autres professionnels allaient à domicile, l'assistante sociale et la TISF. Le fait d'être soutenue par le groupe de supervision m'a permis de réfléchir à ces ressentis compliqués qui nous font parfois vivre les familles inconsciemment, mais surtout de réfléchir à ma posture professionnelle en termes d'attachement. Réussir à retrouver la bienveillance nécessaire dans nos accompagnements et entendre la souffrance des parents. S'efforcer de leur faire expérimenter un lien sécure qu'ils n'ont pas pu ou peu expérimenter dans leur enfance. Après 3 mois sans nouvelles, la TISF m'interpelle, madame est en demande mais ne fait pas la démarche en ce sens. Aussitôt, j'appelle madame et propose une visite à domicile rapidement, qu'elle accepte de suite. Lors de celle-ci, madame verbalise ses émotions en parlant à travers son fils. Par exemple, elle dit « Il est content de vous revoir ». Je réponds, m'adressant à Eden « Moi aussi, je suis contente de te revoir. Je ne t'avais pas oublié. Je pensais à toi durant tout ce temps. » C'est la première fois que madame m'attend avec une liste de questions. En partant, je lui dis « J'ai quand même été un peu dure avec vous de ne pas vous avoir revu depuis décembre. Mais vous savez, je ne vous avais pas oublié. » Elle me répond « Non, ce n'est pas grave. » Lors de la visite à domicile suivante, qui a lieu 3 jours après, elle me dit dès mon arrivée « Eden n'a jamais pleuré autant que lorsque vous êtes partie la dernière fois de la maison. » Lors de l'échange avec le groupe Pancho, je comprends que madame ne sait pas verbaliser ses émotions. Elle les traduit par l'intermédiaire de son fils. Il pleure pour elle. Elle n'est pas capable pour l'instant de verbaliser sa tristesse. Pour maintenir le lien sur les bases d'un attachement sécure, je prends maintenant la précaution de poser des rendez-vous réguliers à chaque fin de visite à domicile. Ainsi, je souhaite sécuriser la relation entre madame et moi, qui, par répercussion, sécurisera la relation entre madame et Eden et permettra de travailler sainement la séparation. Il m'a fallu du temps pour comprendre mes ressentis, lui pardonner, prendre sur moi pour lui donner une 2e chance et essayer de ne plus se perdre. Depuis ces 2 visites, il y a eu un intervalle de 3 semaines sans que nous nous voyions, madame ne m'appelant pas alors que j'avais proposé des dates pour aller au relais assistante maternelle sur sa demande. En groupe Pancho de supervision, nous avions évoqué le fait que madame me ferait certainement vivre l'absence que je lui ai fait vivre. C'est madame qui a téléphoné au CMS pour prendre un nouveau rendez-vous. La secrétaire lui propose un rendez-vous en permanence.
Madame ayant expliqué les raisons qui l'empêchent de sortir, je la rappelle et lui propose une visite à domicile, lui nommant que je sais combien c'est difficile pour elle de sortir. Une visite à domicile est programmée. Depuis, des visites sont posées tous les 15 jours. Madame souhaite que l'on fasse ensemble les démarches pour la recherche d'une assistante maternelle. Une infirmière du centre médico-psychologique a débuté des interventions à domicile. Une visite à domicile commune avec ce partenaire est prévue pour poser ensemble les objectifs de travail de chacune avec Madame. Avec l'assistante sociale, nous nous sommes organisés pour aller chercher et raccompagner Madame et son fils pour qu'un rendez-vous avec l'assistante sociale ait lieu au CMS. Madame nous a appelé le jour même nous disant qu'elle ne pourrait pas être prête avec Eden. L'assistante sociale s'est adaptée, une visite à domicile a eu lieu. Madame sait que nous sommes en lien et qu'un échange entre les professionnels qui l'accompagnent se fera prochainement pour la soutenir au mieux. Voilà, cette histoire de vie illustre bien le vécu d'un attachement à une professionnelle avec ses ruptures, ses retours, mais le fil conducteur reste. La phase 2 a débuté au printemps 2016 et concerne maintenant l'ensemble des puéricultrices de la délégation de Châteaubriand. Les critères d'inclusion sont toujours primiparité, donc premier enfant, et sentiment de solitude. Au niveau national, 11 départements sont engagés, dont tous les départements de la région des Pays de la Loire. L'ARS a financé la formation des nouvelles professionnelles à hauteur de 50%, ainsi que l'ANIS, qui est l'Agence des nouvelles interventions sociales et de santé. Les critères d'évaluation porteront, entre autres, sur la fréquence des consultations médicales ou de passage aux urgences pour les enfants. C'est un enjeu de santé publique. Pour conclure, Panjo, c'est comment, en enveloppant de manière bienveillante des parents au moment de la naissance, ils peuvent expérimenter un attachement sécure à un professionnel et en redonner du positif à leur bébé. C'est le principe de cette expérience enveloppante, contenante, qui permet aux parents, lui aussi, de contenir son enfant. Après cet attachement sécure, tout le monde est prêt à se séparer. Le parent du professionnel, puis de son enfant. Pour cela, les puéricultrices ont développé naturellement des ateliers collectifs autour de l'allaitement, de la motricité, de façon pluridisciplinaire. Il y a aussi les puéricultrices qui participent à ces ateliers, mais les assistantes sociales et les TISF. Permettant des contacts entre parents et entre enfants et une ouverture vers l'extérieur pour tout le monde. Je dirais aussi que pour l'unité PMI de Châteaubriand, ce travail a permis aux professionnels de regarder autrement leur travail de prévention précoce auprès des familles. Cela permet, malgré la grande précarité des familles du secteur, de pouvoir soutenir les enfants. Alors, me direz-vous, comment faisons-nous ? Nous avons redéfini nos priorités au regard de ce travail, car soutenir de manière intensive une famille à l'arrivée de son premier enfant ne permet pas effectivement d'assurer l'ensemble des missions. Le manque de médecins, qui est notre réalité depuis plus de 2 ans, ne pénalise pas le soutien du lien d'attachement. Le travail en visite à domicile de la puéricultrice est remis au cœur du travail de la protection maternelle et infantile. Au-delà de l'enjeu de prévention, il nous semble que c'est un enjeu économique majeur pour les collectivités territoriales. Cet argument est aussi porté par l'ARS et l'assurance maladie sur cette expérimentation. Et nous remercions encore vivement Madame Padovani de nous avoir inscrits dans cette recherche-action. Ouais. Merci. Je vous remercie. Merci Christelle Riboud.